procès de Diddy, dans une salle d'audience bondée de Manhattan, au cœur de l'un des scandales les plus explosifs de l'histoire de la musique. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Encore une fois, le tribunal avait déjà entendu de grands noms, mais soudain, Ice Cube est entré et l'énergie dans la pièce a changé instantanément. Il n'était pas là pour faire du spectacle. Il ne courait pas après les caméras ni les gros titres. Il est entré avec détermination, tenant un dossier rempli de connexions, de noms, de mémos vocaux et de documents qui ont plongé la salle d'audience dans un silence absolu. À cet instant, tout le monde a compris que ce procès ne concernait plus uniquement Diddy. Ce qu'Ice Cube révélait allait bien au-delà. Un système entier. Un système qui ne faisait pas que protéger le pouvoir, il l'imposait. Un système construit sur le silence, alimenté par la peur et conçu pour récompenser l'obéissance. Ce n'était plus une question de célébrité, ce n'était même plus une question d'argent, c'était une question de contrôle. Et dès que vous arrêtiez de jouer le jeu, vous n'étiez pas seulement exclu, vous étiez effacé. Pendant des années, des noms avaient été chuchotés, mais maintenant, ces murmures avaient des preuves. Et celui qui les apportait, c'était Cube. Les journalistes n'avaient même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Les flashs des caméras, le bruit des papiers, les avocats de Diddy tentant de garder leur calme. Et puis, boum, les portes se sont ouvertes. Ice Cube, les yeux fixés droit devant, comme s'il attendait ce moment depuis très longtemps. La tension a frappé comme une vague. Certains jurés se sont redressés. Même le juge s'est interrompu, visiblement surpris. Et lorsque Diddy a enfin levé les yeux et compris qui venait d'entrer, son expression a changé. « Je n'ai pas été invité », a déclaré Cube. « Je suis venu de mon propre chef. » Le juge a hoché la tête. Et à ce moment-là, Ice Cube a commencé à parler. Il ne parlait pas comme un artiste, pas comme un rappeur, pas comme la star de cinéma que le public connaissait. Il parlait comme un homme qui portait un secret depuis des années et qui en avait fini avec le silence. Il a regardé le jury droit dans les yeux et a dit « Certains parmi vous n'ont jamais réalisé que je ne faisais pas partie de leur cercle interne. C'est ce qui les a le plus dérangés. » La salle est devenue silencieuse. Ce qui a suivi n'a pas seulement secoué le tribunal, ça a brisé une illusion qui protégeait les puissants depuis des décennies. Cube a commencé par le club, ce cercle secret dans l'industrie du divertissement que personne n'ose nommer. Ceux qui sourient sur les tapis rouges, qui concluent des accords derrière le rideau, les gardiens, les courtiers de pouvoir. Ils ne vous intègrent pas parce qu'ils vous aiment, dit Cube. Ils vous intègrent pour vous contrôler. Et si vous ne suivez pas le jeu, c'est là que tout commence. Cube a tourné son regard vers Diddy, qui était visiblement secoué. Ils annulent vos rendez-vous, ils lancent de fausses rumeurs, ils commencent des ragots, ils passent des appels que vous n'entendez jamais. Mais vous sentez l'impact. Cube a dit qu'il avait observé cela pendant des années. De vrais artistes, des gens honnêtes, invités dans un cercle doré, goûtant au succès, puis sommés de s'agenouiller, signer les papiers, jouer le rôle, souriez à la caméra. Et si vous disiez non, vous ne perdiez pas simplement des opportunités, vous disparaissiez. Et Cube a été clair. Diddy ne faisait pas juste partie du cercle, il en tirait les ficelles. Les jurés se sont penchés en avant. La galerie est devenue immobile. Même le juge a semblé avoir besoin d'un moment pour digérer ce qui venait d'être dit. Il s'est penché et a demandé « Vous avez besoin d'une pause ?» Cube n'a même pas cligné des yeux. Il a secoué la tête et s'est tourné de nouveau vers le jury. « Vous voulez savoir pourquoi je suis là ? Parce qu'ils ont essayé de briser quelqu'un que je respecte, Jamie Foxx. C'est là que le prochain secret est tombé.
Et ce n'était que le début. Une célébrité après l'autre a commencé à parler, et le chaos ne faisait que commencer. Les journalistes ont cessé d'écrire, les têtes se sont tournées. Cube a expliqué comment tout avait commencé. Toujours pareil, une gentillesse apparente, des invitations ouvertes, des soirées privées, des appels inattendus de gens que vous ne pensiez jamais entendre. Jamie montait en flèche. Son talent était indéniable. Et c'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser à lui. D'abord, ce sont des compliments, dit Cube, puis des faveurs. Ensuite, ça devient du contrôle. Jamie s'était confié à lui, discrètement, avec prudence, avec de la peur dans la voix. « Il te traite comme un membre de la famille », disait Cube, « mais seulement si tu joues le jeu. Et si tu ne joues pas, laisse le silence répondre. » Cube a évoqué les fameuses soirées basket, les SUV aux vitres teintées, les règles sans téléphone, les invités étranges. Ce n'était pas juste du sport, a-t-il dit. C'était un test pour voir qui tu obéis, qui tu questionnes, qui tu protèges. Jamie restait toujours respectueux. Il souriait, il faisait bonne figure, mais il n'a jamais totalement cédé. Et c'est là que le changement a commencé. Soudain, Jamie est devenu difficile. Soudain, sa santé était remise en question. Son nom a disparu des affiches de films et est apparu dans des blogs douteux. Cube a dit que cette urgence médicale en 2023, ce n'était pas juste un problème de santé, c'était un avertissement. Cube ne s'est pas arrêté là. Il a affirmé que le cercle interne de Diddy ne se contentait pas d'organiser des soirées, il les enregistrait, il collectait des images, constituait des dossiers. Les gens ne savaient même pas qu'ils étaient filmés, mais ils l'étaient. Une fois capturés, ces vidéos étaient conservées, exploitées. Cube a raconté que Jamie l'avait appelé après l'un de ces événements. Il n'avait pas dit grand-chose, mais ce qu'il avait dit glaçait le sang. Cube, je ne peux pas en parler, mais je ne peux pas l'oublier. Et juste au moment où la salle ne pouvait pas devenir plus silencieuse, Cube a lâché un autre nom, Oprah. Ce n'était pas juste Puffy, dit-il. Ça va bien plus loin. Il a expliqué qu'avant le grand moment des Oscars pour Jamie, juste après le succès de Ray, il a reçu un appel. C'était Oprah. Mais elle n'appelait pas pour le féliciter. Elle lui a dit « Tu es en train de tout gâcher ». Jamie était choqué. Il pensait qu'elle appelait pour le soutenir. Au lieu de cela, elle lui a dit de se ressaisir et qu'elle allait le présenter à quelqu'un qui pouvait l'aider. Cette personne, c'était Quincy Jones. Cube a dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer qui était Quincy. Tout le monde à Hollywood savait. À l'extérieur, une légende. En coulisses, craint. Oprah a amené Jamie chez Quincy. Mais ce n'était pas une célébration, ni des conseils. C'était autre chose. Jamie a dit à Cube que c'était l'une des nuits les plus étranges de sa vie. Ce n'était pas de l'aide, c'était un entraînement, a-t-il dit, comme s'il se faisait préparer à quelque chose. Jamie a jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là, mais le regard, dans ses yeux, quand il essayait de le faire, c'était suffisant. Oprah appelait ça de la responsabilité, dit Cube. Quincy appelait ça de l'héritage, mais ce qu'ils lui ont vraiment donné, c'était une laisse. Après cette rencontre, Jamie a commencé à changer, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait. Cube se rappelle qu'il lui avait dit « La seule façon de survivre dans ce milieu, c'est de faire semblant. » Et Cube a dit qu'il l'avait vu faire semblant pendant des années. Mais aujourd'hui, plus personne ne fait semblant. Cube s'est appuyé en arrière sur sa chaise, calme, sérieux, et il l'a dit clairement. Quincy Jones n'est pas juste un producteur, c'est le parrain. La salle d'audience s'est figée.
Cube s'est tourné vers le juge. « Ce ne sont pas des ragots, dit-il. C'est la vérité. Et elle doit être inscrite au dossier. » Il a décrit Quincy comme quelqu'un encensé en public, mais redouté en privé. Quelqu'un dont le pouvoir ne venait pas seulement de son talent, mais de ce qu'il possédait sur les autres. « On ne devient pas aussi puissant sans passer des accords, » dit Cube. « Et je ne parle pas d'accords musicaux, je parle de vente d'âme. » Il a expliqué que la rencontre de Jamie avec Quincy n'était pas un hasard. C'était une passation, un transfert de contrôle. Jamie m'a dit « Cube, ce n'était pas du mentorat, c'était une consigne. » Il a dit que ça ne ressemblait pas à de l'aide, c'était du traitement, comme s'il était en train d'être façonné. Et Jamie n'était pas seul. Cube a dit avoir entendu des récits similaires d'autres hommes dans l'industrie. Des artistes talentueux, disparus, éclipsés, changés à jamais. Le charme de Quincy, c'est peut-être le masque, dit Cube. Mais le message, lui, c'est le même que celui de Didi. Obéis, ou tu ne retravailleras plus jamais. Puis il a balancé quelque chose d'encore plus sombre. J'ai vu des photos, dit Cube, des privées, transmises en secret au fil des années. Des photos qui n'auraient jamais dû exister. Et dans chacune, Quincy était là, en train de sourire. Mais les autres sur les photos, ils ne souriaient pas. Cube a dit à la cour qu'il ne pouvait pas tout confirmer. Mais une chose, oui, Quincy n'était pas un mentor, c'était un intermédiaire, et ceux à qui il obéissait, on ne sait toujours pas leur nom. Cube a pris une grande inspiration et s'est redressé un peu plus. Vous voulez savoir comment ils vous réduisent au silence ? Ce n'est pas juste par la peur, c'est par le chantage. Le pouvoir de Didi ne résidait pas seulement dans son argent. Il était dans les secrets qu'il gardait, les images, les fichiers, les enregistrements collectés pendant des décennies, des soirées, des hôtels, des studios, des jets privés. Tout était organisé, sauvegardé, transformé en armes. Il ne vous invite pas juste à faire la fête, il vous enregistre à ses fêtes. Puis il s'est tourné vers la partie civile. Vous voulez savoir pourquoi tant de gens sont restés silencieux ? Demandez combien ont reçu une clé USB par la poste ? Combien ont reçu un appel anonyme avec un enregistrement audio de quelque chose qu'ils ne se souvenaient même pas avoir dit ou fait ? Demandez combien m'ont vu leur carrière disparaître après avoir dit non. Et Jamie, il n'était pas le seul. Cube a dit connaître 2 autres acteurs pris dans ces événements liés à Didi. L'un d'eux l'a même appelé, terrifié, disant qu'il s'était évanoui après minuit et réveillé dans une chambre d'hôtel, avec un contrat sur la table. Pendant plusieurs minutes, Cube avait parlé des autres, Jamie Foxx, Quincy Jones, le système, le silence. Mais maintenant, il a retourné la lumière sur lui-même. « Je suis allé à l'une de ces soirées, dit-il, une seule fois, début des années 2000, pas d'invitation officielle, pas de flyer, juste un nom, une heure et un SUV noir devant son hôtel. Ils appellent ça une soirée de réseautage. C'est toujours comme ça qu'ils appellent ça. La voiture l'a conduit dans les collines d'Hollywood, allée sinueuse, manoir immense à Beverly Hills. Le portail s'est refermé derrière lui. Le bruit de la serrure semblait anormalement fort. Son téléphone a été confisqué à l'entrée. Pas de caméras autorisées, mais beaucoup d'yeux observaient. Ce n'était pas une fête, c'était un piège. Les lumières étaient basses, trop basses. Pas de musique, pas de rire, pas de champagne. Juste des voix basses, des groupes dispersés qui murmuraient, et de la sécurité dans chaque coin, comme s'ils protégeaient quelque chose ou quelqu'un. L'ambiance était complètement déréglée, anormale. Et puis il y avait ces pièces, des portes sans nom, certaines à peine entr'ouvertes. Cube a dit qu'il entendait des sons étranges,
des choses qui ne correspondaient pas à l'atmosphère, et derrière certaines de ces portes, des choses qu'il ne voulait même pas imaginer. Il a vu des visages familiers, des célébrités, des A-listers, mais ils n'étaient pas eux-mêmes. Certains semblaient hébétés, d'autres terrifiés. Certains avaient l'air de ne même pas savoir où ils étaient. Puis est venu le moment qui a tout changé. Cube a tourné un couloir et a vu un homme qu'il admirait. Un des plus grands noms du milieu, affalé sur un canapé, les yeux grands ouverts, vide, et en face de lui, une caméra, en train de filmer, en silence. Ça a suffi. Cube est parti. Pas de questions, pas de salut. Il est sorti, monté dans la voiture. Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet de retour. Mais ce n'était pas terminé. Le lendemain, il a reçu un appel. Pas d'identifiant, pas de salutation. Juste une phrase. On t'a vu partir. Le jury écoutait, figé. Cube s'est adressé à eux calmement, sans hausser la voix. Rien d'autre n'a suivi ce coup de fil. Pas de menace directe, pas de rappel. Mais je n'avais pas besoin de plus. J'avais compris. Le message était clair. Cette nuit est restée avec lui pendant des années. Elle a changé sa manière de voir l'industrie, les gens, le succès. Ce n'était pas une fête, dit-il au jury. C'était un piège. Puis il s'est tourné vers Didi, calme, contrôlé. « Tu n'as pas seulement ruiné des vies, dit Cube. Tu les as filmées d'abord. » La salle d'audience est redevenue silencieuse. Même l'avocat de Didi, habituellement prompte à interrompre, chuchotait rapidement à son oreille. Mais Didi ne bougeait pas. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, ses yeux perdus dans le vide. Parce que cette fois, les caméras n'étaient pas sous son contrôle. Et à ce stade, la salle ne ressemblait plus à une cour de justice. Elle ressemblait à une confession. Même l'équipe juridique de Didi avait cessé de s'opposer. Il n'y avait plus rien à dire. Mais Cube n'en avait pas fini. Pas encore. Ils n'ont pas seulement voulu faire taire Jamie Foxx, dit-il. Ils ont essayé de l'effacer. Il pesait chacun de ses mots. Cube a expliqué au jury que dans l'univers hollywoodien, le silence n'est pas une option. Il est imposé. Pas par des menaces ouvertes, mais par une stratégie, une mécanique. Le genre qui fait lentement disparaître quelqu'un sans que personne ne réalise ce qui se passe. Après que Jamie ait commencé à s'éloigner du cercle de Didi, tout s'est mis à s'écrouler, de manière stratégique. D'abord, les rôles ont cessé d'arriver. Des projets déjà signés ont été soudainement repoussés. Des réunions annulées, une par une. Des collaborateurs de longue date ont cessé de répondre. Cube a dit que ça ne semblait pas aléatoire. Il a sorti un document, un calendrier. Les engagements de Jamie de 2019 à 2021. En apparence, un simple ralentissement de carrière. Mais Cube a mis en évidence une série de suspensions successives, toutes liées à des entreprises rattachées à Bad Boy, Revolt, ou l'une des nombreuses entités satellites de Didi. Il a laissé le papier sur la table, preuve silencieuse. Puis sont venues les rumeurs, les blogs à potins, les sources anonymes affirmant que Jamie devenait instable, imprévisible, déconnecté. Il ne perdait pas pied, a dit Cube. Il se libérait, et ils n'ont pas supporté ça. Puis est arrivée la crise de santé. Cube s'est arrêté, a baissé les yeux, a pris une inspiration. « Vous pensez vraiment que c'était naturel ?» dit-il à voix basse. Un homme en pleine forme qui s'effondre sur un tournage juste après avoir commencé à parler de ce qu'il a vu. Il ne pointait pas directement du doigt, mais le poids de ses paroles était clair. « Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'hôpital, » dit-il, « mais je connais la peur, je connais la répression. Et ce n'était pas juste un problème médical, c'était un avertissement. » Cube a poursuivi, la voix posée, mais ferme. «
Il a dit « C'est ce que Tupac a tenté d'avertir le monde avant qu'il ne le fasse taire, avant qu'il ne devienne trop politique, avant qu'il ne commence à pointer ceux qui tirent les ficelles. » Et soudain, la salle d'audience n'assistait plus à un procès. Elle assistait à l'effondrement d'un système. Cube ne s'est pas retenu. Il a dit au jury que ces fameuses soirées dont le monde raffole n'étaient pas vraiment des fêtes. C'étaient des salles de filtrage, dit-il, des endroits où les artistes étaient testés, observés, filmés. Ce n'étaient pas des célébrations, c'étaient des pièges. Il a expliqué comment les soirées de Didi fonctionnaient comme des auditions secrètes. Si vous jouiez le jeu, vous étiez protégé. Si vous résistiez, vous étiez puni. Il filmait pour voir qui obéissait, qui résistait. Puis il a partagé une autre histoire, une chanteuse, talentueuse, prometteuse. Elle a dit non, elle a refusé de signer avec Bad Boy après une invitation. Et ensuite, son image a été retournée, instable, difficile, invisibilisée. Son label l'a lâché. Ses appels sont restés sans réponse. Cube a regardé le jury et s'est arrêté un instant. Vous pensez que c'était une coïncidence? Non, c'était une punition. Et puis, il a lâché la phrase qui a glacé toute la salle. Je me demandais ce que Didi avait fait, mais la vraie question, c'est combien l'ont aidé à le faire? Et là, le procès ne portait plus seulement sur Didi, il portait sur tous ceux qui se sont tus, tous ceux qui ont couvert, tous ceux qui ont permis. Le juge s'est penché en arrière. La galerie a figé. Même le parquet semblait déstabilisé. Ce n'était plus un procès de célébrité. C'était le procès d'un système entier. Le juge a demandé si Cube avait un dernier mot. Il n'a pas hésité. Il s'est levé lentement, avança au centre de la salle. Pas dans la précipitation, pas pour le spectacle. Chaque pas avait du poids. Il a regardé Didi droit dans les yeux. « Tu as bâti un empire sur le silence des autres, » dit-il. « Tu as appelé ça du succès, mais c'était de l'esclavage. » Didi est resté immobile, figé. Mais Cube, lui, ne recula pas. « Tu n'as pas juste donné des fêtes, tu as construit des prisons, mentales, émotionnelles. Tu les as remplies de gens qui croyaient être célébrés, alors qu'ils étaient filmés, contrôlés, utilisés. » Sa voix ne tremblait pas, elle devenait plus forte. Tu les as brisés et tu les as filmés. Puis il s'est tourné vers la galerie. À chaque artiste qui regarde ça, à chaque jeune qui veut percer, comprenez bien une chose, avant de vous remettre les clés de votre rêve, ils vont vous demander quelque chose en retour. Parfois, votre voix, parfois votre dignité, parfois tout. Il a balayé la salle du regard. Et quand vous réalisez ce que vous avez abandonné, il est déjà trop tard. Puis Cube a marqué une pause et a dit quelque chose qu'il n'avait pas dit de toute la journée. J'avais peur. Le silence est tombé. J'avais peur parce que je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce qu'on m'avait proposé, et je me suis tu, parce que je pensais qu'en ne disant rien, on me laisserait tranquille. Il a regardé le jury. Mais le silence ne vous protège pas. Il ne fait que retarder les dégâts. Puis il l'a dit simplement. Le silence fait de vous un complice. Il a sorti de son dossier une photo. Ça, c'est moi. 1991. Le regard clair. Je pensais pouvoir changer le game, créer sans me perdre. Il a fixé l'image un moment, puis l'a tenue bien haut. Cette version de moi, elle n'a pas survécu, et il l'a déchirée. Mais celui qui est ici aujourd'hui, prêt à témoigner, il n'a plus peur de personne, personne ne parlait. Même l'équipe juridique de Didi avait arrêté de contester. Les journalistes ne tapaient plus, les jurés ne clignaient même plus de yeux. Ce n'était plus un procès, c'était un enterrement. De ce silence qui avait si longtemps protégé le système.
Cube est retourné à la barre. Il a déposé calmement la photo déchirée sur le dossier, puis il a levé les yeux vers le juge. « Je ne sais pas ce que vous allez faire avec tout ça, mais maintenant, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas. » Il s'est tourné une dernière fois vers Didi. « Tu pensais que personne ne parlerait, que tout resterait enterré. Mais le silence est brisé. La porte que tu as gardée verrouillée pendant si longtemps, elle est grande ouverte maintenant. » Puis Cube a quitté la barre. Il n'a pas regardé la presse, ni le jury. Il a marché vers la sortie comme un homme qui venait de déposer chaque vérité qu'il avait portée pendant des décennies. Et juste avant de franchir la porte, il s'est légèrement retourné. Ils n'ont pas tué Jamie, ils ne m'ont pas tué, ils nous ont juste rendus plus forts. Et il est parti. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, ce n'était pas qu'un témoignage, c'était un avertissement, un choc, et le début d'une tempête que personne dans cette salle n'oubliera jamais.